Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et voici le sommaire, mon invité c'est Raphaël Yvan, cofondateur du Lierre, secrétaire général du CHU de Bordeaux. Il vient nous parler de la note du Lierre, une série de propositions pour engager la transformation écologique du service public et des hôpitaux français. Le débat de ce Smart Impact portera sur le recyclage du plastique avec ce partenariat entre Aurus Pharma et Plastic Bank pour recycler près de 100 tonnes de matériaux. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Lookup et ses outils ergonomiques pour minimiser l'impact des nouvelles technologies sur notre santé. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, c'est Raphaël Yvan, le cofondateur du Lierre, secrétaire général du CHU de Bordeaux. Bonjour, bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être expliquez-nous ce qu'est le Lierre, c'est un collectif, c'est ça, de hauts fonctionnaires ? Oui, bonjour. Effectivement, le Lierre, c'est un réseau qui aujourd'hui rassemble plus de 1100, 1200 hauts fonctionnaires, cadres et experts de l'action publique, des politiques publiques, et donc qui sont engagés, mobilisés pour accélérer la transformation écologique des politiques publiques. Est-ce que justement les services de l'État, les collectivités sont plutôt en retard par rapport au domaine privé? Je ne sais pas si vous avez des éléments de comparaison, mais vous de l'intérieur, est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu difficile d'évangéliser et puis surtout d'enclencher des actions, des modifications? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique qui est très forte dans toutes les organisations publiques, avec une volonté forte des agents, des responsables publics de pouvoir s'engager plus fortement et mettre en œuvre des actions concrètes. Ce qui est sûr, et nous on a pu le mesurer, notamment au moment de la consultation pour le Conseil national de la refondation auprès de nos membres, c'est qu'il existe un certain décalage encore aujourd'hui entre l'ambition déclarée et les moyens qui sont disponibles et que les agents publics sont en capacité de déployer pour pouvoir déployer une stratégie à la hauteur des enjeux écologiques. Alors si on prend l'exemple de l'hôpital que vous connaissez bien, et pour cause, je rappelle que vous êtes secrétaire général du CHU de Bordeaux, peut-être déjà le constat en quoi l'hôpital est en quelque sorte en première ligne de cette transformation et de ce qu'il faut appeler un désastre écologique. Alors pour nous, il y a trois enjeux principaux. Il y a déjà le premier, et je cite l'étude que le Shift Project a pu réaliser, c'est que le système de santé en France serait responsable de 6 à 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Donc c'est un enjeu prioritaire si on veut être dans une logique d'atténuation du réchauffement climatique et des désastres écologiques. Le deuxième point, c'est l'enjeu de l'adaptation. Un hôpital, c'est une structure complexe qui a un enjeu de continuité des soins qui fonctionne l'ensemble de l'année avec des populations à accueillir qui sont en fragilité, etc. Et donc, peut-être plus que d'autres organisations, on a une urgence à s'adapter à toutes les conséquences des crises écologiques. Et enfin, le troisième point, on en parle assez peu souvent, mais c'est que finalement, la crise écologique est aussi et surtout une crise sanitaire. Je citerai par exemple la tribune des plus grandes revues médicales dans The Lancet, qui a été sortie en septembre 2021, en marge de la publication du rapport du GIEC, et qui disait que la crise écologique était la menace de santé publique numéro 1 du 21e siècle. Et donc l'hôpital et le système de santé doivent pouvoir se préparer urgemment à répondre à ce défi de santé publique majeur qu'on a devant nous et qui a déjà commencé. Je parlerai notamment du nombre de décès lors des canicules qui augmente, mais aussi de nouvelles pathologies qui peuvent augmenter. Et donc l'hôpital et le système de santé vont devoir agir et fonctionner et répondre à ces enjeux dans un contexte assez dégradé. C'est pour ça que je disais aussi que j'employais l'expression en première ligne, parce que vous en voyez aussi les effets dans les pathologies que vous réceptionnez, les termes ne sont pas les mieux choisis, mais à l'hôpital. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vous répondrai pas sur les pathologies en particulier, mais on voit effectivement, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sort des rapports régulièrement sur les conséquences
des crises écologiques sur la santé publique au niveau mondial, mais bien sûr aussi dans notre pays. Alors on le disait, le LIER fait des propositions. Quelles propositions et comment les adapter à l'hôpital ? Alors les propositions pour nous, elles sont de 3 ordres là aussi. Le premier, c'est de pouvoir donner des moyens supplémentaires pour l'action dans les hôpitaux et dans le système de santé, des moyens spécifiques. Aujourd'hui, on doit de concert mener la mission de soins, les missions de recherche, d'enseignement qui sont le cœur du fonctionnement de l'hôpital, mais en parallèle une transformation qui est complexe, qui demande des compétences, qui demande aussi des moyens pour des investissements spécifiques. Et donc on demande la création d'un fonds vert régional qui puisse permettre de soutenir spécifiquement ces actions de transformation écologique. La deuxième, c'est bien sûr d'avoir des compétences peut-être renforcées et là aussi particulières parce que c'est des défis qu'on a devant nous mais qui n'ont jamais été affrontés jusqu'à présent. Et les 2 autres peut-être grands points de proposition, c'est de définir une stratégie au sein des établissements avec des plans de sobriété et de transformation écologique qui seraient rendus obligatoires et dont les résultats seraient publiés et connus du public. Le fait aussi de pouvoir mettre en place des conférences de consensus, peut-être sur le modèle de ce qui a été fait pour la Convention citoyenne pour le climat, afin que tous les acteurs du système de santé et de l'hôpital, notamment au niveau local et national, puissent se mettre d'accord sur les conditions de cette transformation et les actions prioritaires à mener. Est-ce que la réglementation, pardon de vous interrompre, est-ce que la réglementation existante peut parfois être un frein à cette transformation environnementale dont on parle ? Alors effectivement, il y a des freins. Je prendrai l'exemple du reprocessing des dispositifs médicaux à usage unique. En France, c'est interdit. Dans d'autres pays voisins comme l'Allemagne, c'est quelque chose qui est autorisé dans des conditions de sécurité très encadrées. Et donc ça permet pour des dispositifs médicaux, je pense par exemple aux cathéters en cardiologie, de pouvoir réutiliser ces dispositifs qui sont composés de métaux rares et donc à la fois qui posent des questions d'approvisionnement dans les années à venir avec des risques de rupture d'approvisionnement, mais aussi le bilan carbone de ces dispositifs qui souvent sont fabriqués à l'autre bout de la planète et qui utilisent ces ressources très, très polluantes. Donc il y a certainement en France des points de la réglementation qui permettraient d'améliorer le fonctionnement, de nous rendre plus autonomes, de garantir la continuité des soins et puis d'avoir un bilan environnemental beaucoup plus positif. Oui, aujourd'hui, comme ils sont à usage unique, donc on les jette. C'est un dispositif que l'hôpital pourrait lui-même les réutiliser, ou alors ça passerait par une filière finalement de réemploi ? Oui, il faut mettre en place des filières industrielles, mais tant que la réglementation l'interdit, il n'y a pas de possibilité de développer ces filières en France. Elles existent dans d'autres pays, j'ai cité l'Allemagne, c'est le cas dans d'autres pays européens ou aux États-Unis. Voilà, donc c'est des choix par rapport à la réglementation et ça nécessitera dans tous les cas une collaboration forte entre les filières industrielles et les acteurs hospitaliers. Qu'est-ce qui est producteur de CO2 dans un hôpital ? Moi, je vais penser peut-être par exemple au transport des malades ou du personnel. Qu'est-ce qui est producteur de CO2 ? C'est quoi le bilan carbone en quelque sorte ? Alors effectivement, les transports de patients et les professionnels sont des sources d'émissions de gaz à effet de serre assez importantes. Je crois que le Shift Project, dans son étude, l'avait classé en 3e des sources d'émissions. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à plus de 50%, c'est l'usage, je parle pour tout le système de santé, c'est l'usage des médicaments et des dispositifs médicaux qui sont la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire qu'on a un champ d'action qui est très important, qui pose des questions industrielles, mais qui pose aussi des questions de santé publique sur la pertinence des soins, sur peut-être plus de prévention, sur une meilleure utilisation de nos ressources. Et donc c'est un défi de santé publique majeur et aussi un défi industriel qu'on doit pouvoir mener avec tous les acteurs concernés.
Mais alors comment, on va terminer là-dessus, donc vous nous l'expliquez, il y a évidemment besoin de moyens pour mener cette transformation écologique, environnementale des hôpitaux et puis plus généralement du service public. Mais si on reste sur l'hôpital, bon voilà, c'est un secret pour personne que l'hôpital français, il souffre et il souffre d'un manque de moyens. On parle de rémunération trop faible, notamment sur beaucoup de membres du personnel soignant. Est-ce que c'est compatible de mener les deux de front ? Vous avez raison, je crois qu'il y a une certaine forme de dissonance entre les moyens, l'énergie, les compétences que nécessite une transformation écologique urgente, complexe, qu'il faut mener, et peut-être des années qui ont mis en tension l'investissement hospitalier, les moyens et peut-être une forme de lassitude et de fatigue chez les professionnels de santé. Mais à l'inverse, on peut aussi considérer que la transformation écologique, pour peu qu'on lui donne les moyens d'action, peut être une manière de redonner un grand projet au système de santé et à l'hôpital public, et donc de recréer une dynamique positive en son sein. En tout cas, nous, on veut y contribuer et on pense qu'il y a un nouveau projet de santé publique à écrire autour de ces enjeux. Merci beaucoup, merci Raphaël Yvan, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on parle de recyclage du plastique. Et pour notre débat, je vous présente tout de suite mes invités. Nicolas Claret, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Aurus Pharma. Et puis avec nous, en duplex, Eric Bail, qui est directeur du développement de Plastic Bank. Bienvenue à vous aussi. Vous venez d'annoncer un partenariat pour recycler près de 100 tonnes de matière plastique. On va évidemment le détailler, mais je voudrais que vous nous présentiez vos entreprises pour commencer. Aurus Pharma, laboratoire indépendant. Quelle est votre spécialité ? Écoutez, on est un laboratoire pharmaceutique français, indépendant, créé en 2003 par Claude et Martine Claret. On est spécialisé en ophtalmologie, donc on fait des produits qui ont attrait à l'œil, que ce soit des produits pharmaceutiques mais aussi cosmétiques, sans conservateur de base, ce qui est assez novateur en 2003. Et après, on s'est lancé aussi dans le multidose sans conservateur, toujours. Maintenant, on est une entreprise de 200 collaborateurs, répartis principalement en France, avec 160 personnes, mais aussi dans nos filiales. Donc beaucoup de colis, donc beaucoup d'emballages plastiques. Exactement. Ça représente... alors il y a aussi le suremballage, mais ça représente l'essentiel de vos emballages. Ça représente l'essentiel de nos emballages, 200 tonnes de plastique après utilisation. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a voulu lier un partenariat avec Plastic Bank pour essayer de compenser un peu l'impact qu'on pourrait avoir sur l'environnement. Et on va détailler évidemment ce partenariat. Eric Bail, Plastic Bank, c'est à la fois une association canadienne, une entreprise sociale. Expliquez-nous. Alors en fait, en anglais, on dit social enterprise. C'est une entreprise à but lucratif, mais dont les profits sont utilisés pour le développement de l'aspect social de l'entreprise. Voilà. En fait, c'est une entreprise qui a été fondée en 2013 par les deux cofondateurs David Katz et Sean Frankson. Et notre mission, c'est d'empêcher le plastique de polluer les océans et de lutter contre la pauvreté dans le même temps. C'est ça l'aspect social. Il faut savoir qu'il y a 12 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans les océans aujourd'hui. C'est l'équivalent par an. Donc c'est l'équivalent d'un camion poubelle toutes les minutes. Et 80% de cette pollution plastique maritime provient de zones géographiques en voie de développement, ayant peu ou pas de systèmes de recyclage, de collecte et d'infrastructures de collecte et de recyclage des déchets. Et surtout, souffrant d'un niveau de pauvreté très élevé. Et donc on veut s'attaquer, nous, à la racine du problème. Ouais, vous avez, pardon, je vous interromps, je ne sais pas si vous m'entendez, il y a un petit décalage de son, mais ça veut dire quoi? Vous avez créé des centres de collecte, des communautés aussi de collecteurs de plastique, c'est ça? Absolument, absolument. Nous créons des centres de collecte qui vont travailler avec les communautés côtières locales. On va inciter nos collecteurs à ramasser le plastique qui est autour d'eux et à l'échanger contre de la valeur. En fait, c'est le principe de l'entreprise, c'est de monétiser les déchets plastiques.
Et donc, il y a ce partenariat que vous avez signé, Aurus Pharma, avec Plastic Bank. En quoi consiste-t-il et pourquoi l'avez-vous signé? Alors du coup, il fait partie en fait de l'ensemble des enjeux écologiques, responsables et durables de notre entreprise, du coup qui s'apparentent à l'ESG, qui sont vraiment au cœur de notre ADN depuis la création du laboratoire en 2003. Il y a une partie sociale très importante avec des questions d'égalité, étant donné que notre entreprise est présidée, fondée par une femme, ce qui à l'époque était assez atypique, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et après, on a une branche écologique qu'on a appelée EcoOfta, avec énormément de différents projets, notamment le fait de faire des circuits industriels courts. On a 75% de nos produits qui sont faits en France, et le reste en Europe et Europe de proximité, donc Allemagne et Italie. Et donc ce partenariat, il s'inscrit exactement dans ce cette programme général, politique écologique. Oui. Étant donné qu'on est dans l'obligation, pour des obligations réglementaires, on est obligé d'utiliser du plastique pour nos flacons, pour des questions d'interaction contenu-contenant. Oui. On s'est lié avec Plastic Bank pour essayer de mitiger un peu cette utilisation du plastique. Il y a différents points qui nous ont vraiment plu dans l'approche de Plastic Bank. Tout d'abord, les océans, étant donné que nous, on est basé à Nice, près de la mer Méditerranée. Pour nous et pour nos collaborateurs, il était important, je pense, de faire des choses qui allaient dans ce sens-là. Et après, il y a aussi l'aspect traçabilité, je pense qu'Eric en parlera, qui est très important, et on peut voir en tout temps qui a ramené quoi dans les centres de collecte et de tri de Plastic Bank. Et après, il y a aussi l'aspect social, où on valorise des populations qui vivent en grande difficulté dans certaines régions. Mais alors, pour bien comprendre, Eric Bayle, c'est un lien sur le matériau, quand vous dites monétisation, donc vous fournissez du plastique recyclé. Juste pour bien comprendre, c'est quoi le lien et ce partenariat? Donc en fait, les entreprises pharmaceutiques comme Aurus Pharma n'ont pas le choix, n'ont pas d'autre choix que d'utiliser du plastique vierge. Et pourtant, vous l'avez compris, ils ont une politique, une stratégie environnementale holistique. Donc ce plastique vierge, eh bien, ils vont le compenser. C'est-à-dire que pour chaque tonne de plastique vierge qu'ils vont utiliser parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, nous allons collecter une tonne de déchets plastiques, recycler une tonne de déchets plastiques et remettre une tonne de déchets plastiques recyclés, on va dire, dans la boucle, dans l'économie circulaire. Donc, un petit peu le principe. D'accord, bien compris. Ça veut dire, Nicolas Claret, que ce que vous faites là, c'est vraiment un engagement RSE ou ESG. C'est-à-dire qu'il y a une obligation réglementaire à utiliser du plastique vierge, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire à faire ce que vous faites là avec Absolument Plastic aucun. Bank. Alors on fait partie, bien sûr, d'énormément de circuits de recyclage, qui peuvent être Adelph pour les entreprises industrielles, le Cyclamed pour les entreprises du médicament. Mais là, c'est quelque chose qui va au-delà un peu de nos obligations. C'est le cas avec Plastic Bank, c'est aussi le cas sur l'utilisation de matières plastiques biosourcées. Comme je vous disais, ça s'intègre tout ça dans une vocation beaucoup plus large d'écologie. Et on peut vous le dire maintenant, depuis maintenant 1 an, on utilise aussi du plastique biosourcé dans nos produits. Et on va d'ailleurs être certifié d'ici quelques mois dans ce sens. D'ailleurs, je crois qu'il y a 10% du chiffre d'affaires d'Aurus Pharma qui est investi en recherche et développement. C'est notamment pour essayer de trouver quelques alternatives. Exactement. On est en train de mettre au point notre flacon sans conservateur, qui ira aussi dans cette démarche de moins d'impact plastique sur notre environnement. Eric Bayle, ce plastique, donc vous produisez d'une certaine façon du plastique recyclé. Il y a une marque déposée, il y a des circuits de distribution. Comment ça fonctionne ? Oui, alors en effet, nos plastiques sont recyclés localement. Donc tout ce qui est collecté en Indonésie, par exemple, est recyclé en Indonésie. Et le plastique recyclé renaît sous la marque Social Plastic. Pourquoi Social Plastic ? Parce que c'est un plastique recyclé qui a un aspect environnemental et un impact social également. Et le circuit de distribution, ce plastique recyclé est revendu à des entreprises qui utilisent du plastique dans leurs produits et leurs emballages. Alors, dans toutes les régions, dit vraiment une typologie de clientèle très variée en Europe, en Amérique du Nord et en Australasie. Et donc, ça veut dire que c'est une demande en forte augmentation, parce que ça fait plusieurs années que vous êtes au cœur de ce marché du plastique recyclé. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent ? Absolument, absolument. Alors, il y a plusieurs raisons. Un, il y a les consommateurs. Nous, en tant que consommateurs, on est de plus en plus en recherche de solutions de développement durable. On recherche des produits qui ont un sens.
Les entreprises également, de la pression des régulateurs, parce qu'il y a une augmentation, ils doivent augmenter leur taux de plastique recyclé. Il y a une réglementation européenne dans ce sens d'ailleurs. Il y a même une taxe qui va sortir pour pénaliser les entreprises qui continueront à utiliser du plastique vierge dans leur emballage. Et puis, on le voit, nous, c'est une tendance lourde, puisque je suis rentré chez Plastic Bank en mai 2021. À l'époque, on célébrait la collecte de l'équivalent de 1 milliard de bouteilles en plastique. On est à plus de 3 milliards aujourd'hui, donc on a triplé notre impact en 1 an et demi. Et c'est bien la traduction d'une très forte demande d'entreprises pour des matériaux, on va dire, écologiques. Eric Bail, on a vu ces derniers jours que la pollution plastique, évidemment, et malheureusement, ça concerne aussi les plages françaises avec ces billes de plastique sans doute échappées de plusieurs conteneurs. Donc c'est évidemment un enjeu planétaire, un enjeu mondial. Mais vos centres de collecte, vous l'avez un tout petit peu expliqué, mais je veux bien que vous rentriez dans le détail. Ils sont majoritairement situés où et pourquoi ? Alors, les centres de collecte sont situés le long de 50 km du littoral. D'accord, de la côte. Alors, c'est la définition de ce qu'on appelle Ocean Bound Plastic. Alors, c'est très souvent une terminologie anglaise. On va parler de Ocean Plastic. Mais Ocean Plastic, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être du plastique qui est collecté avant de rentrer dans l'océan. Ça, c'est ce qu'on appelle Ocean Bound Plastic. C'est du plastique qui est lié à être rentré dans l'océan. Ou au contraire, ça peut être du Ocean Recovered Plastic. Et donc, ça, c'est du plastique qui est déjà dans l'océan et qui est collecté dans les eaux. Donc, par exemple, vous avez une organisation qui s'appelle Ocean Cleanup, qui est très connue pour avoir déployé des bateaux spécifiques pour ramasser le plastique dans les océans. Donc, en fait, nos deux activités se complémentent. Soit on ramasse le plastique avant qu'il ne rentre dans l'océan 50 km le long des côtes, ou vous ramassez le plastique une fois qu'il est dans l'océan. Maintenant, pour le recycler, eh bien, il faut le ramasser avant qu'il ne rentre dans l'océan, parce qu'une fois que le plastique est dans l'eau, entre le sel, le soleil et puis la mer, tout simplement, l'eau, eh bien, il se dégrade et vous ne pouvez plus le recycler. Nicolas Claret, ce partenariat, il a commencé, je crois, au mois de septembre. Il a été renforcé il y a quelques jours. Il est appelé à durer ? Oui, exactement. Il a été lancé en septembre. On avait pris la décision de lancer cette initiative sur d'abord notre gamme principale, qui est les traitements de la sécheresse oculaire. Donc, on avait pris la décision de recycler 54 tonnes de matière plastique. Et là, on a renforcé notre partenariat en ce début d'année en passant à 100 tonnes. On trouvait que ce chiffre était assez symbolique et assez important, ce qui représente du coup la moitié de notre utilisation de plastique annuelle. Et sur ce qu'on appelle les suremballages, là aussi, vous faites des efforts ? Alors, le suremballage, on n'a pas beaucoup de suremballage dans notre industrie, mais pour autant, c'est vrai qu'on a un packaging secondaire qui est en carton. Nos cartons sont recyclés. Recyclable, et d'ailleurs aussi notre encre est naturelle. Donc sur ce second emballage, on a vraiment peu d'impact sur l'environnement. Vous êtes parti d'un bilan, vous avez fait un bilan, un audit, un bilan carbone de l'entreprise pour prendre ces décisions ? Effectivement, on travaille en fait sur, on n'a pas finalisé notre rapport ESG, mais pour autant on a travaillé sur l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement. C'est pour ça qu'on a voulu traiter ce problème du plastique de façon importante et au départ, parce qu'on pense que c'est vraiment là où on a le plus d'impact sur notre environnement. Merci beaucoup, merci Nicolas Claret, merci Eric Bail d'avoir participé à ce débat. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va parler de Lookup. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Antonin Laurent, le fondateur de Lookup. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous l'avez créé quand, avec quelle idée ? Lookup s'est créé depuis 2020 et l'idée initiale c'était de concevoir des accessoires de bureau ergonomiques pour améliorer l'environnement de travail. Et finalement, depuis le début, on met en place une démarche d'économie circulaire. Donc ça se traduit par aller capter des matières qui sont inutilisées dans les industries pour la réintégrer et la revaloriser dans nos produits. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'un industriel, quand il a des rebuts ou des chutes de production, finalement, il va les traiter dans le circuit habituel de gestion des déchets. Mais en fait, au mieux, c'est recyclé et au pire, c'est enfoui, donc enterré ou incinéré, brûlé. Et au-delà de l'impact environnemental que je vous laisse imaginer, il y a un impact économique puisque cet industriel va payer pour revaloriser ses déchets. Et donc nous, avec Lookup, ce qu'on fait, c'est qu'on va court-circuiter ces matières-là pour pouvoir les réintégrer dans des produits qui vont être utilisés quotidiennement.
avec aujourd'hui des accessoires de bureau tels que des housses d'ordinateur, des sous-mains, mais demain ça pourrait être de la PLV, etc. Mais quand vous dites court-circuité, ça veut dire que ces matériaux que vous récupérez, c'est uniquement pour les produits Lookup ou c'est pour une filière un peu plus vaste d'une certaine façon? Oui, non, c'est en fait aujourd'hui, nous on a développé une expertise sur collecter, revaloriser ces matières dans l'espace de travail, sauf qu'aujourd'hui on souhaite ouvrir cette expertise à d'autres secteurs et d'accompagner ces industriels dans cette gestion de déchets, de dire qu'effectivement, peut-être qu'eux ont des besoins différents et de pouvoir matcher à ces besoins avec de l'accompagnement. Donc que ce soit finalement par de l'analyse, à dire je vais analyser quels déchets mon industrie génère et avoir cette visibilité qui me permet de passer à l'action, mais aussi de se dire on va vouloir faire de la conception à partir de ça. Peut-être que vous allez avoir en tant qu'industriel des cadeaux pour vos clients, des cadeaux pour vos collaborateurs. Mais on peut refabriquer des produits à partir de ça. Et finalement, ce qu'on a fait avec Lookup, mais qui peut être fait pour d'autres secteurs d'activité, une commercialisation, de dire vous voulez faire sortir cette matière de votre secteur d'activité, on peut le faire et créer une marque, trouver les circuits de distribution et de commercialisation appropriés. Donc c'est vraiment une activité à la fois de conseil et de service. C'est devenu votre activité principale ou il y a toujours les deux piliers? Non, on continue Lookup avec les accessoires de bureau, mais c'est de pouvoir diffuser ce côté économie circulaire et écologie industrielle territoriale qu'on met en place avec Lookup, qu'il ne faut pas qu'il reste cantonné à notre simple activité d'accessoires de bureau, qu'on veut vraiment étendre à d'autres secteurs d'activité, à d'autres industries, à d'autres matières, et que demain, on puisse imaginer que tous nos produits qu'on trouve quotidiennement soient fabriqués à partir de matières revalorisées. Quand on parle d'outils ergonomiques, on ne se rend pas souvent compte qu'on travaille, ou qu'on télétravaille d'ailleurs, dans de mauvaises conditions? Exactement, c'est que les espaces de travail dans l'ergonomie, on était bien parce qu'on avait un siège ergonomique, on avait un ordinateur de poste fixe. Le télétravail a changé deux choses. La première, c'est qu'on se retrouve sur un ordinateur portable qui, lui, est beaucoup plus compact, mais beaucoup moins adapté à ce qu'on soit dans une bonne posture. Et surtout, une nouvelle type de sédentarité, puisque avant, on était en entreprise, on avait encore du mouvement, mais quand on se retrouve chez soi, c'est plus difficile de mettre du mouvement, de mettre une activité physique dans sa journée de travail. Et donc, c'est avoir une meilleure posture lorsqu'on travaille sur l'ordinateur, et petit 2, réussir à ce qu'on soit sensibilisé à ces thématiques de sédentarité qui sont un problème de santé pour cette... Ça passe par quel type de produit, si vous deviez en citer un? Notre best-seller aujourd'hui sur la partie Lookup accessoires de bureau, ça reste un rehausseur d'écran, donc un support d'ordinateur portable qui va permettre de rehausser l'écran et donc à l'utilisateur d'améliorer sa posture en relevant la tête. Un dernier mot pour parler de ce concours Move with Manutan. Vous faites partie des lauréats. C'est quoi pour vous? C'est un coup d'accélérateur? C'est un vrai coup d'accélérateur et de montée en compétences, puisqu'on a accès à toutes les personnes qui peuvent nous aider dans le développement de l'activité, un peu sous format consulting et sponsoring. Donc si demain on a une thématique ou une problématique sur un sujet, on va pouvoir aller consulter la personne experte chez Manutan. Et Manutan, ça reste une ETI leader européenne avec plus de 2500 salariés. Donc ils sont experts dans beaucoup de choses. Oui, donc il y a un catalogue d'experts en quelque sorte, c'est ça? Il y a un catalogue d'experts qu'on peut consulter et nous, il y a déjà des thématiques qu'on a pu aborder avec eux. Ouais, vous avez déjà identifié les thématiques et déjà fait appel à certains des experts de Manutan. Tout à fait. Eh ben, merci et bravo à vous de faire partie des lauréats de ce concours. On les reçoit régulièrement dans ce Smart Impact. Merci, bon vent à Lookup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. À très vite.